Voilà, mes chers amis, j'ai été nommé secrétaire départemental de Paris en 2011. Nous avons fait les municipales, mais je dois dire que cette campagne des régionales est extrêmement émouvante et enthousiasmante. Voilà, c'est le mot, enthousiasmante. Depuis que nous avons commencé, c'est-à-dire depuis avant les vacances à peu près, j'ai réussi à peu près à réunir une équipe et à commencer la campagne. Le premier meeting, ce n'était pas un meeting vraiment de campagne, c'est un meeting de lancement, a eu lieu à Arpajon, dans l'Essonne, il y a 15 jours ou 3 semaines, mais c'était surtout Marine Le Pen qui était là, qui l'animait. Aujourd'hui, c'est le premier meeting de la campagne des régionales en Île-de-France, mené par le Front National, et où je suis l'orateur et où j'ai à vous parler. Donc, c'est ça qui est assez émouvant, et c'est un honneur pour moi, d'ailleurs, de commencer par votre département, par le département du Val-de-Marne, qui est un département très symbolique, à plusieurs niveaux, je vais développer ça un peu, de ce qu'est l'Île-de-France, de ce que va être la campagne, et de ce que vont être nos actions, et le programme du Front National. Alors, je voulais d'abord, bien entendu, remercier, comme l'ont fait mes prédécesseurs, tous ceux qui ont organisé ce meeting de ce soir, qui est cette réunion publique, qui est très bien organisée. Je voulais spécialement dire un mot à Dominique Joly, qui a été remplacé comme secrétaire départemental, mais pas du tout parce que il y avait des reproches à lui faire. Et il est d'ailleurs en numéro 3 sur la liste. Il sera, je le pense, conseiller régional, et il retrouvera le siège qu'il a perdu en 2010. Et le fait d'avoir perdu tous ces sièges et d'avoir aucun élu en 2010 a été pour nous, Front National en Île-de-France, une épreuve, un préjudice important. Là, ça va changer, nous pensons, et nous allons retrouver une plateforme politique, et ça va vraiment être le retour, le symbole du retour du Front National en Île-de-France. C'était quelque chose dans la ville capitale et dans la région capitale de France. C'est donc quelque chose d'extrêmement important. Dominique donc a effectué ici dans le Val-de-Marne pendant ces 10 ans à peu près un travail très important, tant de secrétaire départemental, mais aussi surtout, c'est un travail du secrétaire départemental, mais d'organisateur des élections. Il est connu pour ça, pour très bien organiser les campagnes électorales, les élections. Et d'ailleurs, même si au départemental on n'a pas pu conclure, c'est-à-dire avoir à la limite des élus, aux élections municipales, il y a eu de nombreux élus dans le Val-de-Marne du Front National, des élus jeunes, comme ici à Créteil. Je ne veux pas tous les citer, bien entendu, mais ils sont nombreux, ils sont jeunes, ou moins jeunes, mais ils sont le signe du renouveau politique du Front National dans le Val-de-Marne. Alors c'est très intéressant de commencer ce premier meeting dans le Val-de-Marne parce que, plus même maintenant que la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne est quand même le dernier bastion communiste en Île-de-France. C'est significatif d'ailleurs, hein, avec ces deux villes un peu emblématiques à l'heure actuelle de Champigny et de Fontenay-sous-Bois, véritablement, plus qu'en Seine-Saint-Denis, où il se réussit à peu près à se détacher. Je vais dire que c'est pour tomber, sortir de Caride, pour tomber dans le Silla-Bartholone, ce qui n'est pas mieux, on en parlera dans quelques instants. Mais ici, dans le département, dernier bastion communiste. Alors je ne vais pas parler du communisme en général, bien qu'on pourrait le faire. Communisme qui a pu être une très belle idée à un moment donné, mais qui finalement, dans la pratique et dans les pays où on a voulu l'instaurer, s'est révélé ce que je ne sais plus qui appelait l'horizon indépassable de l'esclavagisme humain. Les dégâts faits par le communisme, je ne parle pas simplement des dégâts physiques, des dégâts sur la liberté d'expression, mais des véritables dégâts sociologiques, psychologiques très profonds que le communisme a pu faire dans tous les pays où il a réussi à s'installer. Ces dégâts sont énormes, incommensurables, et doivent toujours, encore et toujours, être dénoncés. Ici, nous avons
encore des conseillers départementaux communistes, des maires communistes et peut-être des députés communistes, je ne sais pas exactement. Mais évidemment, ça n'est pas Prague en 1953 ou Moscou jusqu'à Brejnev ou encore maintenant la Chine ou la Corée du Nord. Non, ça a pu l'être dans certaines communes, mais les principales caractéristiques des mairies communistes à l'heure actuelle, nous le savons, c'est premièrement le clientélisme et deuxièmement le communautarisme. Je vous l'ai dit, le communisme a pu être une belle idée. Et la belle idée du communisme, c'est-à-dire en fait de vouloir faire attention et mettre ceux qui souffrent le plus, ceux qui sont les plus démunis, cette belle idée du communisme qui a pu exister, a complètement été balayée en France, en fait, quand Georges Marchais a pris sa retraite de secrétaire général. À partir de ce moment-là, le Parti communiste français a complètement changé. Et il est devenu, si vous me permettez cette expression, et il est passé de la défense des sans-travail à la défense actuelle des sans-papiers. Voilà ce que veut dire le Parti communiste français. Le Parti communiste français a abandonné la défense du travailleur français. Et le travailleur français le sait bien, puisque maintenant le travailleur français vote dans des proportions considérables pour Marine Le Pen et pour le Front National. C'est fini. Le Parti communiste est passé du côté, sciemment, ils l'ont dit, hein, après, encore une fois, le départ de Georges Marchais, de la défense de l'immigration, de l'immigré, oui, mais surtout de la politique d'immigration. Et ils en ont fait, on le sait pourquoi, une clientèle, et notamment une clientèle électorale, dont ils se servent encore, et dont ils se servent à giorno. Parce qu'il y a quand même aussi une autre caractéristique de tous ces élus communistes, c'est leur absence totale de scrupules et la possibilité qu'ils ont d'utiliser tous les moyens pour garder leur siège, pour garder leur place. Alors voilà ce qu'est devenu le Parti communiste. Voilà ce qu'est devenu le Parti communiste en Val-de-Marne. Et ce qui s'est passé la semaine dernière est quand même extraordinairement emblématique. Voilà ce maire communiste de Fontenay-sous-Bois qui accueille les migrants, les loge éventuellement, utilise, pas avec son argent, hein, c'est la charité faite avec l'argent des autres, utilise l'argent du contribuable pour les loger le plus confortablement et leur faire savoir qu'ils peuvent venir en France, en Europe et en France sans aucun problème. Mais surtout, pour aller beaucoup plus loin et pour montrer par un geste symbolique la façon dont il a, lui, inversé les valeurs et dont il a abandonné, la façon dont il a abandonné les valeurs de la République. Il va prendre le buste de Marianne, qui est dans la salle du conseil municipal, dans la salle de tous les conseils municipaux, je le crois d'ailleurs, de façon obligatoire de France, il va la ranger dans un placard et il va y mettre à côté la photo d'une migrante, évidemment malheureuse, etc., etc. C'est un geste symbolique qu'il a absolument voulu, et d'accord, c'est sa mairie, mais nous avons le droit de dire que c'est un geste symbolique absolument scandaleux, que c'est une inversion des valeurs de la République, d'abord parce qu'on ne bouge pas le buste de Marianne de la salle d'un conseil municipal, par principe, et qu'on ne la remplace pas par une telle image, en disant... Je carte la République française et vive le communautarisme qui est le contraire de la République française. La République française, dont on pourrait parler aussi très longuement, mais c'est quand même construite sur cette idée d'égalité en dignité de tous les êtres humains, notamment de ceux qui ont la nationalité française, et sur le fait qu'elle est une et indivisible, que la nation française est une et indivisible. Il y a des particularités, il y a eu des Bretons, des Languedociens, des Picards, mais tout ça, c'est toujours fondu dans un même creuset, et nos gouvernants, depuis très longtemps, ont toujours fait très attention à ne pas favoriser particulièrement telle ou telle communauté, que ce soit des communautés, comme je viens de le dire, géographiques, ou des communautés religieuses, ou des communautés d'autres intérêts. Non, vous pouvez exercer tout cela, mais vous devez respecter les règles principales et les règles fondamentales de la République française. Alors, Dominique Provence
Dominique Provence, c'est lui, que vous le sachiez dès ce soir, c'est lui qui, je crois, le week-end dernier, m'a envoyé un message en disant « Voilà ce qui se fait à Fontenay-sous-Bois », parce que c'était lundi dernier qu'il y a été, c'est ça, que vous y avez été. Voilà ce qui se fait à Fontenay-sous-Bois. Est-ce qu'on manifeste demain lundi? Et moi j'ai dit que je ne pouvais pas y aller parce que mon lundi était complètement joué, et je l'ai évidemment tout à fait encouragé. Et il y a été, et vous y avez été. J'ai trouvé ça formidable comme initiative et comme courage aussi, parce que vous avez été accueillis, et heureusement que la police était là, vous avez été accueillis par 100 personnes qui n'admettaient pas qu'on puisse être d'un avis contraire, même sur ces questions extrêmement importantes des valeurs de la République, qui ne l'admettaient pas et qui étaient prêts non seulement à manifester contre vous, éventuellement démocratiquement, mais à vous faire un mauvais sort et aller très loin dans la contre-manifestation. Ce qui me ramène à ce que je disais des élus communistes qui sont prêts à tout, même à n'importe quoi, pour se faire valoir ou pour pouvoir garder leur poste. Seuls, mesdames et messieurs, mes chers amis, après tout ce que nous voyons et après toutes ces expériences, seul le Front National, à l'heure actuelle, défend véritablement les valeurs de la République. Seul le Front National combat le communautarisme mortel pour ses valeurs et pour notre pays, et seul le Front National est aux côtés des travailleurs chers au Parti communiste. C'est-à-dire que le Front National est du côté de ceux qui peinent, de ceux qui se lèvent tôt tous les matins, qu'ils soient salariés, qu'ils soient profession libérale, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient quoi que ce soit, mais tous ceux qui se lèvent tôt, qu'ils soient mères de famille aussi, pour conduire les enfants et puis pour continuer pendant toute la journée, seul le Front National est aux côtés d'eux et leur propose de véritables solutions. C'est bien de cela dont vous devez être conscient et particulièrement fier. Alors, un instant sur cette défense, non pas des travailleurs, mais en tout cas du travail, et notamment de l'emploi. Alors vous savez, M. Hollande, c'est, au début de ce septennat, cette espèce de parole extraordinairement, je dirais, guimauve, nous allons inverser la courbe du chômage. Bah, d'abord, il n'y arrive pas, mais c'est tout ce qu'il veut faire, inverser la courbe du chômage. Nous savons que ces gens sont pour un taux de chômage structurel dans tout pays capitaliste comme la France et qui ne feront rien pour descendre en dessous. Nous, non. Nous avons pris le parti, et notamment avec Dominique Provence, qui est un des rédacteurs principaux de notre programme, de tout faire sur le plan régional et ensuite sur le plan national pour que le taux de chômage soit résiduel en Île-de-France et résiduel ensuite en France. Cette gangrène du chômage, avec sa kyrielle et ses conséquences de l'assistanat, gangrène, c'est vrai, considérablement notre société française. Elle aggrave toutes les situations. Elle aggrave les situations nées de l'immigration. Elle aggrave les situations nées de l'insécurité. Elle est au cœur du problème et sans lutte véritablement complète et très énergique pour l'emploi et contre le chômage, nous ne pourrons pas aller très loin. Alors rapidement, puisque nous sommes dans une réunion publique dans le cadre des élections régionales, rapidement, quel est sur ce point de l'emploi notre programme? Nous le dévoilerons complètement et il sera extrêmement détaillé, vous l'a dit Dominique, mercredi prochain. Mais rapidement, l'action économique de la région sera, si le Front National prend la tête de la région, dirigée véritablement vers les entrepreneurs et vers l'emploi. Ça sera la priorité des priorités de l'action économique. Nous comptons dans ces conditions créer, vous l'avez peut-être déjà vu, une banque régionale publique de l'investissement pour que la région soit vraiment la région stratège. Vous savez, le concept du Front National, développé maintenant depuis l'élection présidentielle de 2012, d'État stratège. Vous avez entendu Marine Le Pen, vous avez entendu Florian Philippot, vous parlez de l'État stratège. Eh bien nous développons le concept de région stratège, de région qui prend toutes ses responsabilités pour essayer de faire le bien le plus grand possible aux entrepreneurs
dans la perspective de création d'emplois, création de cette banque publique régionale d'investissement, création d'un organisme chargé spécialement de s'occuper des difficultés des entreprises en amont du tribunal de commerce. Je ne vais pas plus loin, mais on sait que quand une entreprise passe le cap du tribunal de commerce, généralement la situation qui était difficile va devenir encore plus difficile. Beaucoup d'aides envers les entreprises de services à tous ces emplois, évidemment peut-être pas très gratifiants, mais qui sont utilisés depuis maintenant très longtemps par des personnes en provenance de l'immigration, ça parce que le patronat les a fait venir pour peser à la baisse sur les salaires et sur les conditions de travail, et emplois qui sont à l'heure actuelle tenus par énormément de personnes qui travaillent au noir. L'explosion du travail illégal en France, et notamment en Île-de-France, est un problème dont on parle peu, mais qui est extraordinairement important. Un seul exemple, tous les clandestins qui viennent à l'heure actuelle sur notre sol, on les pousse à faire une demande d'asile. La demande d'asile en France peut prendre de 2 ans à 3 ans. Pendant ces 2 ans à 3 ans, la loi, pour le moment, veut qu'ils aient interdiction de travailler. Quand le dossier est déposé, tant qu'il n'y a pas l'asile accordé, vous n'avez pas le droit de travailler. Mais qu'est-ce que font tous ces hommes et toutes ces femmes pendant 2 ans ou 3 ans pour évidemment pouvoir vivre? Ils travaillent évidemment au noir. Et les pouvoirs publics ferment tous les yeux dans toutes les entreprises de bâtiments, quasiment toutes, dans énormément de restaurants, de cafés, dans l'hôtellerie. Les travailleurs illégaux sont là avec des faux papiers, des faux contrats, des faux passeports, etc. etc. Et c'est extrêmement pénible en soi, ce travail illégal, mais ça, vous le voyez bien, empêche un grand nombre de nos compatriotes de nationalité française, puisque c'est ceux-là pour lesquels nous nous battons, d'avoir des emplois. Alors, ce ne sont pas, encore une fois, des emplois complètement gratifiants, mais véritablement, nous aurons une politique qui conduira ceux qui n'ont pas d'emploi, et peut-être pas beaucoup de formation, vers ces emplois-là. L'apprentissage. L'apprentissage de la formation professionnelle. L'apprentissage dès 14 ans. Les chambres des métiers, on développera, mais retenez ça, les chambres des métiers et devenant des agences d'intérim de l'apprentissage, pour que les apprentis puissent être le plus en corrélation avec les besoins des artisans, et puissent éventuellement changer selon les besoins de tel ou tel artisan, ou de telle ou telle région, de telle ou telle commune. Ça, c'est une idée, encore une fois, de Dominique Provence, qui peut être extrêmement efficace. Un post-apprentissage pour le hors scolaire, tous ceux qui sont sortis du système scolaire, extraordinairement déficitaire ce système scolaire, mais en plus il y en a énormément qui sortent sans même savoir écrire, lire et compter, nous le savons, entre 18 et 30 ans, et donc pour tous ceux-là qui voudraient bien s'engager dans des métiers à forte pénibilité, aide spéciale. Et puis dernier mot sur ce sujet, l'activité sociale formatrice. Ça, c'est un nouveau élément original de notre part que nous présenterons mercredi. La contrepartie sociale des bénéfices des minima sociaux. Nous développerons ça mercredi. Nous développerons aussi tout ce qui concerne non seulement la priorité nationale, mais la priorité régionale pour les produits et pour tout ce qui est manufacturé et fabriqué dans la région Île-de-France. Vous voyez donc... Vous voyez donc que dans ce programme, et dans notre action au Conseil régional, et dans les conseils municipaux, et dans notre action de tous les jours, nous serons là en pointe pour défendre ceux qui travaillent, et ceux qui sont bien entendu les plus démunis et les plus faibles de notre société. Non seulement le Front National est en pointe en ce qui concerne le travail, il est en pointe en ce qui concerne les valeurs de la République, mais il est en pointe aussi en ce qui concerne la lutte contre les magouilles et les atteintes à la démocratie. Et je voudrais citer ce soir, puisque nous sommes là dans le département du Val-de-Marne, la victoire judiciaire importante, très importante même, qui a, sur le plan symbolique déjà, qui a été remportée cette semaine par notre élu d'Arcueil, Denis Truffaut, c'est ça qu'il est là. Mais vous savez, c'est constant dans ces conseils municipaux, les illégalités commises ainsi par les maires. Et là, le maire d'Arcueil avait décidé de créer une commission consultative des services publics locaux, mais il en avait exclu le Front National. Non, 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 vous êtes
tout le monde était, tous les citoyens sont égaux, mais il y a des citoyens qui sont moins égaux que les autres, et ce sont les gens du Front National et les élus du Front National. Non seulement Denis Truffaut a protesté, mais il a eu la constance, dirais-je, d'aller devant le tribunal administratif. C'est pas facile, vous savez. Il est allé, il a fait toute sa procédure, et le tribunal de Melun vient de rendre un jugement condamnant la mairie d'Arcueil, la mairie sectaire d'Arcueil, et je pense qu'il faut rendre hommage à Denis. Je voulais aussi souligner dans le département du Val-de-Marne, je l'ai déjà dit au début de mon propos, ça va bien, après que j'ai parlé d'Arcueil, le courage et le dynamisme de tous les élus du Val-de-Marne. Il a vraiment été remarqué par les observateurs et par la direction du Front National qu'il y avait eu un nombre important d'élus. D'abord, beaucoup de listes présentées. Il faut déjà présenter des listes pour avoir des élus et des bons résultats et un certain nombre d'élus, beaucoup de jeunes, un grand dynamisme et donc un grand travail dans toutes les communes dans lesquelles vous êtes élus, Créteil ici, Arcueil, je ne saurais les citer toutes pour ne pas faire d'erreur, mais encore une fois, je pense que nous pouvons les applaudir extrêmement chaleureusement. Chers amis, pour aller un peu plus loin que le strict département du Val-de-Marne ou notre programme régional, et pour, je ne dirais pas un peu élever le débat, puisque nous sommes dans une réunion publique, un samedi soir en plus, je voulais quand même vous dire cela. On a parlé tout à l'heure de ces valeurs de la République, du communautarisme, etc. Vous aurez observé, et vous observerez véritablement que maintenant, au Front National, et ça a toujours été comme ça, nos fondamentaux au Front National sont toujours restés intangibles. Nous n'avons jamais varié, nous sommes restés toujours fermes sur nos positions, et les fondamentaux de notre programme ne pourront jamais varier tant que notre pays n'aura pas retrouvé sa souveraineté. L'élection régionale est extrêmement importante, puisque nous sommes là ce soir. Mais vous savez qu'elle précède l'élection reine, la mère de toutes les élections, l'élection présidentielle, et que seul le Front National et que seule Marine Le Pen, nous le savons bien, pourront véritablement changer les choses dans notre pays. Pas de république, chers amis, sans souveraineté du peuple, et pas de souveraineté du peuple sans république. Nous savons que par une série de manœuvres que l'on peut qualifier d'infâmes et qui datent maintenant au moins depuis l'élection de Jacques Chirac, nous sommes privés de cette souveraineté. Souveraineté de la nation française pour laquelle un grand nombre de nos compatriotes ont donné leur vie. Ici, ce soir, je suis bien persuadé que vous avez tous un grand-père, un arrière-grand-père pour les plus jeunes, qui a donné sa vie pour la France, qui n'a jamais hésité de donner sa vie pour que la France puisse perdurer, pour que la France ne puisse pas être envahie par notamment l'Allemagne 2 fois de suite, mais ne puisse pas non plus être envahie comme elle l'est à l'heure actuelle. Je ne parle pas des clandestins, je parle de la technocratie de Bruxelles, je parle de la banque, du grand capitalisme financier, etc., etc. C'est en fait toujours la même lutte. C'est la lutte en faveur de la souveraineté française. Plus de capacité monétaire aujourd'hui, plus de contrôle aux frontières, et Dieu sait si nous souffrons en ce moment, plus de diplomatie indépendante, plus de possibilités d'élaborer une politique économique et sociale qui donne du sens et un sentiment de justice aux efforts de chacun. Voyez cette phrase, ça n'est pas une politique économique et sociale qui donne immédiatement des points de plus au produit intérieur brut, au PIB, ou qui rapporte plus d'argent à certains, ou même à la collectivité tout entière. Non, c'est une politique économique et sociale. Puisque par exemple, nous n'allons jamais dissocier dans notre programme régional l'action économique de la formation professionnelle et de l'apprentissage. La politique économique et sociale qui donne du sens
aux efforts de chacun et un sentiment de justice aux efforts de chacun. Voilà, je pense que cette phrase est très bien écrite, qu'elle résume parfaitement notre état d'esprit, que ce soit sur le plan régional ou sur le plan national. Alors, chez certains Français, pas chez vous ce soir, hein, parce qu'encore une fois, j'ai l'habitude de le dire, puisque vous êtes là ce soir, à une réunion publique du Front National, c'est que vous êtes les plus courageux et les meilleurs. C'est absolument certain. Mais chez un certain nombre de nos compatriotes, un sentiment d'impuissance peut les envahir. On le voit et on peut le comprendre. Il y a beaucoup d'électeurs qui se détournent des urnes. Et là, je pense que c'est un piège mortel, cette abstention. C'est un piège mortel dans lequel il faut empêcher nos compatriotes de tomber. Nous craignons d'ailleurs l'abstention aux élections régionales. Cette date du mois de décembre est une date assez ésotérique. On n'a jamais voté dans les 15 premiers jours de décembre. Et nous craignons que le gouvernement n'entraîne pas vraiment les Français, et même nos adversaires n'entraînent pas vraiment les Français à aller voter. Être Français, c'est ne jamais oublier que dans les périodes dramatiques de notre histoire, lorsque de nombreux membres des prétendues élites trahissaient la France en danger, et c'est le cas aujourd'hui, il y a toujours eu des hommes et des femmes pour se dresser et dire non, alors que tout semblait perdu. Et je peux vous dire, chers amis, que je pense et je suis persuadé que vous, qui êtes présents ce soir à Créteil, vous faites partie de ces hommes et de ces femmes qui se sont toujours dressés et qui ont toujours dit non quand notre patrie était en danger. Et notre patrie est en danger. Elle n'est pas simplement en danger de submersion migratoire, comme nous le voyons tous les jours sur les écrans de télévision. Elle est en danger, je viens de le dire, de perdre totalement sa souveraineté, de perdre tous les instruments de la souveraineté et de se fondre dans un magma européen et mondial qui nous desservira entièrement. Finalement, vous savez, on nous dit, mais vous êtes des nationalistes. Voilà. Vous ne parlez que de la nation et vous voulez mettre la nation au pinacle de votre pensée, de votre programme. Et moi, je réponds toujours oui. Vous avez tout à fait raison. La nation est la clé de voûte de la pensée politique et du programme politique du Front National. Mais pourquoi faire? Pas parce que nous sommes fiers d'être Français et fiers d'habiter un pays qui a une très grande histoire, qui a eu la chance d'être bénéficié d'un climat tempéré, etc. Pourquoi faire la nation? Pourquoi faire? Finalement, la nation, quand même, c'est pas une fin en soi. Mais la nation, pourquoi faire? On le sait très bien. C'est la phrase de Jean Jaurès que nous avons rappelée, nous, souvent, Front National, et on nous a reproché de prendre à notre compte Jean Jaurès. Jean Jaurès qui disait « Qu'est-ce qui reste au pauvre lorsqu'il a tout perdu? Eh bien, il lui reste la patrie, il lui reste la nation. » Le pauvre de Limoges, le pauvre d'Orléans, ce n'est pas le fonctionnaire de Bruxelles qui va s'en occuper, et je ne fais pas de reproche au fonctionnaire de Bruxelles, il est incapable de s'en occuper. C'est le sous-préfet de Limoges, c'est le sous-préfet de Romorantin qui sait qui souffre dans sa circonscription. C'est le maire de Créteil, c'est le maire de Détruchy qui va s'occuper de ceux qui souffrent. Et bien évidemment, non, je sais qu'il ne le fait pas là, je voulais parler de toi, Gaëtan. Dans 5 ans. Et bien évidemment, faire de la politique avec un grand P, faire de la politique au Front National, c'est vouloir s'occuper en priorité des plus démunis et des plus faibles d'entre nous. Pourquoi faisons-nous de la politique, encore une fois? Si c'est pour nous occuper de ceux qui se débrouillent bien, qui ont de l'argent, qui réussissent très bien dans leur métier, au contraire, essayons de les laisser tranquilles le plus possible. Et nous avons un devoir de nous occuper, encore une fois, en tout cas c'est ma conviction à moi, et c'est pour ça que je me suis engagé en politique, de ceux qui souffrent et des plus démunis de nos compatriotes français.
je dirais presque des Français pauvres d'abord. Quand nous serons élus à la tête de la région, peut-être pas cette fois-ci, mais la fois prochaine, nous mettrons immédiatement en place des référendums d'initiative populaire sur les questions qui touchent aux compétences régionales. Nous redonnerons la parole au peuple. Si nous remportons l'exécutif de la région, nous réduirons la fiscalité régionale, en tout cas l'énorme masse des dépenses de la région à l'heure actuelle. Et nous réduirons le train de vie que l'on peut qualifier de honteux de cette collectivité régionale. Et il est aussi honteux, je vais vous le dire, que le train de vie du département de la Seine-Saint-Denis, dirigé pendant de très nombreuses années par M. Barthelone, et qui vient de se faire reprocher, mais des reproches définitifs, et des reproches extrêmement sévères, à la limite de l'honnêteté, par la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France. Nous mettrons ainsi fin au clientélisme érigé en système par la majorité socialiste, oui, mais la majorité UMP aussi. Je vais vous donner un exemple d'ailleurs, pour ne pas ne dire et ne critiquer que la gauche. Un exemple qui est extrêmement choquant. Dans les Yvelines, il y a plusieurs années, M. Pierre Bédier, président du Conseil général des Yvelines, a été condamné pénalement pour des malhonnêtetés importantes et a été condamné à une inéligibilité de 5 ans. Eh bien, M. Bédier a fait ses 5 ans d'inéligibilité. Au bout de 5 ans, il est revenu voir les grosses légumes de l'UMP, dont Nicolas Sarkozy, et il leur a dit, mais voilà, il n'y a aucune raison que je ne recommence pas, que je ne continue pas. Je lui ai dit, mais oui, cher ami, il n'y a aucun problème. Et l'UMP, maintenant Bédier, il a fait son boulot, il a essayé de s'y remettre, il a réussi. Mais ce qu'il y a d'extraordinairement scandaleux, c'est l'attitude des caciques de l'UMP et de la commission d'investiture de l'UMP. Ils ont réinvesti comme futur président du conseil général départemental maintenant des Yvelines, quelqu'un qui venait de faire 5 ans d'inéligibilité et qui avait été condamné définitivement. Vous voyez que le scandale, la limite, le clientélisme est partout. Nous le connaissons bien en Île-de-France, vous le connaissez dans le Val-de-Marne, nous le connaissons en Seine-Saint-Denis, nous le connaissons donc dans les Yvelines. Je ne vous parle pas du conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui lui est un bastion depuis Charles Pasqua et avant, inexpugnable de la pseudo-droite et de la fausse droite. Nous insufflerons donc, je vous en ai parlé, une audacieuse politique de l'emploi et de formation professionnelle, non pas pour inverser la cause du chômage, comme dit le monsieur qui occupe à l'heure actuelle le palais de l'Élysée, mais pour retrouver un chômage résiduel à la fin de la mandature, c'est-à-dire au bout de 5 ans. Nous imposerons l'utilisation de circuits courts agricoles dans la restauration collective et dans les écoles de la région. Nous favoriserons dans les appels d'offres publics les PME et les PMI et nous rééquilibrerons, nous essaierons de rééquilibrer leur fiscalité avec celle des grands groupes. Nous protégerons en concertation avec les professionnels le commerce traditionnel. Tiens, aujourd'hui, c'était la journée du commerce traditionnel, du commerce de proximité et du commerce de centre-ville. Vous regarderez les journaux, le journal qui paraît par exemple demain, et vous verrez s'il a été reproduit que la seule formation politique et les seuls responsables politiques qui sont intervenus ce matin en faveur de ce commerce traditionnel, de ce commerce de centre-ville, c'est le Front National et votre serviteur. Alors encore une fois, pourquoi le commerce traditionnel, pourquoi le commerce de centre-ville, pourquoi le petit commerce? D'abord, c'est ce que nous avons dit à Paris. Pour une fois, nous étions presque d'accord avec Anne Hidalgo. Cette pression absolument incroyable de M. Macron, de sa loi Macron pour l'ouverture de dimanche des plus grandes enseignes et des plus grands groupes. Nous avons dit non, ça suffit, la concurrence déloyale de ces grandes enseignes, de ces grands groupes à l'égard de tous les commerces, de tous les commerces moyens, de tous les petits commerces, ça suffit. Si des commerces doivent ouvrir le dimanche, il faut donner la priorité aux commerces petits, aux commerces moyens et aux commerces de centre-ville, aux commerces de quartier. C'est évident que c'est tout ça qu'il fallait faire.
aussi, non seulement sur le plan économique, voulons-nous sauvegarder, moi, depuis que je suis élu municipal, régional, pourquoi est-ce que j'ai toujours fait des efforts très importants en faveur de ce commerce de centre-ville? C'est parce que nous savons que c'est là aussi que réside, je ne veux pas être grandiloquent, mais pas une partie de notre âme, mais une partie de notre vie sociale. La France, c'est ça. La France, ce sont les communes. La France, ce sont les départements. La France, ce ne sont pas les grandes régions, comme M. Hollande vient de les inventer. Nous, en Île-de-France, on a de la chance. La Île-de-France, c'est vrai que ça correspond à une entité géographique, le bassin parisien, d'accord, acceptons-en l'augure. Mais ces autres immenses régions qui viennent d'être créées, c'est du n'importe quoi. Pourquoi est-ce que c'est du n'importe quoi? Parce qu'on veut, en réalité, y fondre non seulement les départements, mais aussi une bonne partie des communes, pour en faire ces grandes régions adorées par Bruxelles, et là encore, faire disparaître les limites de la nation et l'État-nation, nous le savons, et nous nous y opposerons de façon extrêmement vive, comme nous avons essayé de nous opposer à la réforme régionale. C'est cet esprit-là, c'est cet esprit-là, notamment de conservation de la commune. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le maire, c'est l'entité communale qui est très importante dans notre tissu social français. Et c'est pas parce qu'on est en 2015 qu'il faut changer. C'est pas en 2015 qu'il y a eu une évolution de ce côté-là. Non, le français est toujours, et encore plus avant, attaché à son tissu communal et aux prérogatives communales. Qu'est-ce qu'on veut faire en Île-de-France? La métropole de Paris. Qu'est-ce que c'est que la métropole de Paris? Quel est l'esprit de la métropole de Paris? L'esprit en a été bien décrit par une association qui s'appelle Terra Nova et qui a sorti une grande étude, et on voit très bien que c'est sorti directement du cerveau des socialistes qui nous gouvernent. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel est l'esprit de la métropole de Grand Paris? Eh bien, la première, c'est de redonner à l'État la plupart des moyens en ce qui concerne le logement. En fait, je vais vous dire, la métropole du Grand Paris est une machine de guerre pour préparer l'Île-de-France à l'immigration la plus totale et la plus ouverte. C'est clair, ils veulent reprendre la main sur le foncier, sur le logement, pour que plus personne, plus aucun maire, plus aucun conseil municipal, plus aucun habitant d'une commune, éventuellement par la voie d'un référendum ou d'une adresse au maire ou d'une manifestation devant une mairie, puisse dire non, nous nous opposons à telle opération immobilière, soit parce qu'elle est destinée à faire honteusement gagner de l'argent à des grands groupes, soit parce qu'elle est honteusement destinée à faire venir encore plus une immigration extra-européenne ou même européenne, nous le savons maintenant, de certains pays, et dont nous ne voulons légitimement pas. C'est ça, un des premiers esprits de cette métropole du Grand Paris. L'autre esprit, mais d'ailleurs, qui est concomitant, c'est de faire disparaître les communes. On a, alors je crois que dans le Val-de-Marne, il y a déjà eu des essais. Le préfet du Val-de-Marne a fait état de ces nouveaux découpages qui vont faire disparaître véritablement les communes. Et nous n'en voulons pas. Mais encore une fois, nous n'en voulons pas par esprit de ringardise ou esprit d'immobilisme. Nous n'en voulons pas parce que nous savons que comme l'État-nation au niveau de la France, nous savons que l'entité communale, la commune, c'est évidemment le cercle, l'endroit où le citoyen est le plus accueilli, où il est le plus protégé, et surtout, encore une fois, le citoyen le plus faible et le plus démuni. Nous bloquerons donc, si nous avons l'exécutif, et si nous avons d'autres moyens à la proportionnelle, nous bloquerons donc la proposition du Grand Paris et nous appliquerons nos propositions en termes d'aménagement du territoire et de transport en Île-de-France, de façon à commencer à répondre immédiatement aux vraies préoccupations de nos compatriotes. Alors vous voyez, chers amis, que nous avons beaucoup travaillé déjà pour cette campagne. Nous nous sommes beaucoup organisés. C'est une organisation tout à fait considérable, croyez-le bien. Nous sommes en train d'établir les listes, de monter tout cela, toutes les formalités administratives. Nous ne voulons faire évidemment aucune erreur. C'est un gros travail, mais nous avons l'équipe et nous avons les secrétaires départementaux et nous avons les cadres locaux qui tous vont faire un grand effort, nous le savons bien, non seulement pour l'organisation de cette campagne, mais pour la campagne elle-même.
Donc nous y travaillons de façon très ferme. Nous avons travaillé aussi, je vous en ai donné quelques prémices à notre programme. Nous voudrions qu'il soit le plus lu possible, qu'il puisse être véritablement répandu. Il est rédigé, il est motivé, il a des fondements politiques, sociaux, intellectuels extrêmement importants, et il débouche sur un grand nombre de solutions pratiques et, je le crois, tout à fait novatrices dans le cadre des compétences de la région. Nous savons aussi que dans le cadre de cette campagne régionale, évidemment, les grands thèmes nationaux seront abordés. On me dit, ah mais vous savez ce verbe que les journalistes utilisent, nos adversaires utilisent souvent, le verbe surfer. Le Front National surfe sur les difficultés. Valorant de Saint-Just à la région surfe sur les problèmes des clandestins. Mais non, je ne surfe pas. D'abord, je prends en compte et à bras-le-corps les difficultés de mes compatriotes. Mais croyez-moi, dans le 18e arrondissement, à la porte de Montreuil, ou dans un certain nombre de villes de la banlieue française, de la banlieue d'Île-de-France, les problèmes dus à la présence des migrants, en tout cas des clandestins, sont absolument considérables. Et je ne comprends pas, moi, comment est-ce qu'un gouvernant ou un préfet digne de ce nom impose à la population qui habite telle commune ou tel quartier, impose des difficultés aussi importantes que, enfin, aller à la porte des Poissonniers, à Paris, aller à Bobigny, ici dans le Val-de-Marne, on peut aller voir comment est-ce qu'on peut faire supporter au voisinage, au quartier, de telles difficultés quand on est un préfet ou un ministre digne de ce nom. Donc, je ne surfe pas sur ces questions-là. Je surfe d'autant moins que c'est pas moi qui les ai mises finalement sur la table dans le cadre des régionales. C'est M. Bartolone qui a dit la région Île-de-France doit être la région d'excellence de l'accueil des clandestins. C'est Mme Cos qui a dit ça doit être la région refuge de l'accueil des clandestins. Donc j'ai quand même le droit d'en parler. Et c'est M. Huchon, le président sortant, qui a fait voter il y a 3 semaines 5 millions d'euros de subventions exceptionnelles en faveur de l'accueil des clandestins. Donc c'est bien eux qui se permettent tout ça. Moi, nous, on a quand même le droit d'en parler, non? À propos du vote de cette subvention de 5 millions d'euros pour les clandestins, on a été au Conseil régional ce jour-là voir ce qu'allait faire Mme Pécresse. Parce que Mme Pécresse, on vous le montrera, on l'a déjà fait dans le courant de la campagne, elle a voté la quasi-totalité de ce qui a été proposé depuis des années par Jean-Paul Huchon, et notamment les rapports qui auraient pu normalement, sur le plan social ou sociétal au moins, l'amener à ne pas voter. Ben non, par peur toujours de l'accusation, éventuellement de racisme, ou de ne pas voter comme la gauche, du camp dira-t-on, de ce qu'on va lui dire dans le couloir, etc., etc. Elles ont à peu près... Alors là, pour cette subvention, elle a voté contre. D'accord, on est à 2 mois de l'élection, hein, donc elle a voté contre. Mais retenez bien une chose, et là, l'hypocrisie est à son compte. Ses amis, entre guillemets, de l'IDI et du MoDem, qui siègent à l'heure actuelle à la région, eux, ils ont voté pour. Et qu'est-ce qu'elle fait, Mme Pécresse? Elle a fait un accord avec Mme Joanneau, avec M. Verling, avec l'UDI, avec le MoDem. Ils font campagne ensemble, ils feront liste commune, et ils veulent gouverner la région ensemble. Mais est-ce que cette dame, Mme Pécresse, est-ce qu'elle a une colonne vertébrale idéologique? Est-ce qu'elle a quelques principes? Je ne parle pas de principes moraux, mais quelques principes politiques. Parce que quand même, on va lui rappeler ça sur un plateau de télévision. Moi, je vais lui dire, mais Mme Pécresse, enfin, comment vous voulez gouverner avec Mme Joanneau, qui, sur une question aussi importante des subventions, si symbolique des subventions pour les migrants, vote exactement dans le sens contraire à vous? Est-ce que vous pouvez m'expliquer véritablement où est la logique de votre position, la morale politique de votre position? Je pense qu'elle évitera de me répondre, mais que d'un cynisme très important, vous voyez, avec une très grande hypocrisie, elle va continuer parce qu'elle, pas moi, ni je crois mes camarades, elle n'a qu'une idée, c'est se faire élire, les honneurs, la place, tous les avantages, etc., etc. Donc elle est prête à faire n'importe quoi. Et on le voit avec cet accord UDI-MoDem, elle est vraiment prête à faire n'importe quoi. Je crois donc, mes chers amis, qu'il y a
je ne vais pas me faire de bleu aux chevilles, mais quand même une dynamique de cette campagne. On le sent un peu à tous les instants. Même si nous, médiatiquement, c'est quelquefois un peu difficile, vous voyez, on ressent quand même un peu d'injustice. Hier matin, nous avons été pendant toute la matinée dans les gares de Saint-Cyr-l'École et de Saint-Quentin en Yvelines pour que je me mette en situation pour démontrer les très grandes difficultés qu'a un handicapé ou quelqu'un d'un peu malade, gravement mais provisoirement, ou même une mère de famille à prendre des transports en commun en France. C'était quand même une opération bien préparée et bien symbolique. Les résultats, vous l'avez peut-être su, je pense que vous l'avez su notamment par nos réseaux sociaux, mais les résultats médiatiques ont été quand même assez peu encourageants. Mais malgré cela, malgré ces difficultés de ce côté-là, contre lesquelles nous ne pouvons rien, nous faisons tout notre possible et tout notre travail à ce sujet, mais nous n'y pouvons rien. Je crois qu'il y a une véritable dynamique de cette campagne. Je vous vois ce soir. Je vois dans les autres réunions, je vois dans tous les départements, je vois la bonne humeur, la joie, l'enthousiasme de la plupart de ceux que je rencontre et que je fréquente dans le cadre de cette campagne. Les sondages sont à peu près positifs pour le moment, hein, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est mieux qu'ils soient positifs que négatifs. Ça nous, je crois même que s'ils étaient moins bons ou négatifs, on travaillerait presque autant. On aurait peut-être le même enthousiasme, mais enfin on peut quand même les citer. Je crois que le Front National, j'en suis même persuadé aujourd'hui, va faire son retour au Conseil régional d'Île-de-France. Et je pense que nous pourrons au moins influer de façon considérable sur les politiques menées, ou de toute façon briser, arrêter le colloque, la complicité, le vivre ensemble, dirions-nous pour cela, de M. Huchon et de Mme Pécresse depuis 5 ans. Ah, je crois que la vie pendant 5 ans, pour ces deux-là, a été agréable. Et il ne se faisait pas beaucoup la guerre, il ne se faisait pas beaucoup de concurrence, on négociait, on était d'accord, il n'y avait pas de remous, voilà, et voilà que le Front National va revenir. Alors ça, je veux dire, pour eux, c'est pas très drôle, je les comprends, mais je leur promets des jours qui vont beaucoup déchanter pour eux, et s'ils ne se conduisent pas bien, ils vont avoir de grandes difficultés, et ils entendront parler de nous, comme nous parlons ce soir de façon publique, de façon claire et de façon franche. Je pense donc que le Front National a, après le résultat des européennes et des départementales et des municipales, un nouvel avenir, un grand avenir en Île-de-France, que le Front National est vraiment de retour en Île-de-France. Je crois que le retour de ce Front National en Île-de-France accompagne véritablement l'avenir non seulement du Front National, mais l'avenir de Marine Le Pen. J'ai dit dans le journal cet après-midi que personnellement j'avais beaucoup aimé Jean-Marie Le Pen, mais que j'aimais encore plus Marine Le Pen. Marine Le Pen, depuis qu'elle a été élue en 2011, je la regarde, je la vois, et je me dis, où va-t-elle nous emmener? Oh, le chemin sera peut-être parsemé d'embûches et avec pas mal de difficultés. Et nous aurons quelques épines, mais je la sais, je la crois d'une énergie, d'un charisme, d'une sincérité surtout, d'une sincérité absolue, pour s'occuper complètement, véritablement, de tous les problèmes, de toutes les difficultés, de toutes les épreuves extraordinaires, très importantes que subissent nos compatriotes. Chers amis, l'heure est en même temps grave et elle est en même temps enthousiasmante. Je vous l'ai dit, tant qu'il y a des gens qui se lèvent et qui disent rien n'est perdu, nous allons nous battre, nous allons aller notamment aujourd'hui nous présenter aux élections et tenter de remporter la région après la présidence de la République pour le bien de la France. Tant que vous êtes là, tant que nous sommes là, nous savons, rien n'est perdu. Merci.